Si vous avez peur que des policiers australiens vous arrêtent pour avoir tué un serpent qui vous a mordu, sachez que vous avez de drôles d'idées. D'ailleurs, la police australienne a tendance à bien réagir face aux incidents impliquant des serpents. Jimmy, un jeune Australien, a trouvé un serpent dans sa voiture, il l'a tué à l'aide d'une ceinture et d'un couteau, puis il s'est rendu à l'hôpital en ignorant les limitations de vitesse car il craignait d'avoir été mordu. D'abord sceptique, un policier a ensuite vu qu'il s'agissait d'un serpent brun. En termes de toxicité, cette espèce se classe au 2e rang des serpents terrestres. Pas étonnant que Jimmy ait été si pressé. L'Australie est réputée pour sa faune, requins, crocodiles, araignées et bien sûr serpents. Les attaques de requins et de crocodiles sont rares, mais celles de serpents sont courantes et l'Australie abrite 20 des 25 serpents les plus venimeux au monde. Chaque année, des milliers d'Australiens font appel à des attrapeurs de serpents pour enlever des reptiles venimeux de leur maison, de leur bureau ou de leur voiture. Ces attrapeurs sont des gens ordinaires qui exercent l'un des métiers les plus dangereux qui soient. Lorsqu'ils partent à la recherche d'un serpent, leurs proches espèrent les revoir sains et saufs. Comme leur nom l'indique, les attrapeurs de serpents ne tuent pas leurs cibles. Ils se servent de crochets spéciaux, mais ça fonctionne pas toujours. Parfois, le serpent parvient à s'échapper et l'attrapeur doit utiliser ses mains, ce qui ne doit pas faire plaisir au serpent. En Australie, il est interdit de tuer des serpents sans raison, même s'il y en a plein et qu'ils sont très dangereux. Toutes les espèces indigènes sont protégées, donc si on tue un serpent qui s'est introduit chez soi, on enfreint la loi. La personne responsable risque 5 ans derrière les barreaux et une lourde amende de 71 000 €. Bien sûr, il y a des exceptions. Si le serpent représente un danger immédiat et qu'il n'y a aucun moyen de le faire sortir, l'éliminer peut être la seule option. La plupart des attrapeurs se contentent donc d'éloigner les serpents des lieux où ils pourraient nuire à l'homme et de les relâcher ailleurs. Néanmoins, tous les serpents capturés ne sont pas relâchés dans la nature. Récemment, sur l'échelle de l'histoire de l'humanité, des programmes d'une importance vitale ont été mis en place en Australie. Dans les années 1930, des attrapeurs de serpents se sont associés à des chercheurs pour créer des antivenins. C'était le début de la toxinologie australienne moderne. Ça a conduit à la production commerciale d'antivenins. Plus de 25 000 vies ont été sauvées depuis le début du programme et le nombre de morsures mortelles a fortement diminué. Seules 1 à 2 personnes meurent chaque année des suites d'une morsure. Notez par ailleurs qu'il n'y a pas eu de morsure d'araignée mortelle depuis 1981, mais on en reparlera dans un instant. On dénombre chaque année en Australie entre 3 et 18 cas de morsure de serpent pour 100 000 habitants, mais beaucoup moins de décès que dans les années 1920 où il y avait 13 décès annuels. De 1979 à 1998, seules 53 personnes sont mortes selon le Bureau australien des statistiques. Pourtant, le contexte australien est bien particulier. Le pays abrite 20 des 25 serpents les plus venimeux au monde. En fait, les 11 serpents les plus venimeux au monde vivent tous en Australie. Prenons l'exemple du taipan du désert qu'on ne trouve qu'en Australie. Une seule morsure de ce serpent contient assez de venin pour tuer 250 000 souris. Les Australiens ont pourtant de la chance. La plupart des espèces de serpents ont aussi peur des humains que l'inverse. Face au danger, ils préfèrent la fuite à l'affrontement. Mais si on marche sur un serpent venimeux, comme un crotale ou une vipère, on risque d'avoir des ennuis. Celui-là n'hésitera pas à mordre. Le meilleur moyen d'éviter les morsures de serpents est de rester à l'écart des serpents venimeux. Mais en Australie, c'est compliqué. Il est donc essentiel de disposer d'un antivenin, car c'est le seul moyen fiable d'assurer sa survie. 750 hôpitaux australiens en disposent, et dans les régions reculées, on applique un garrot en attendant l'arrivée des secours. L'Australie est le seul pays où l'on dispose de l'équipement nécessaire pour déterminer quel serpent a mordu la victime et employer l'antivenin correspondant. Ailleurs, soit la victime apporte le serpent avec elle, soit les médecins choisissent l'antidote au hasard. Les antivenins coûtent cher, mais en Australie, les morsures de serpents sont couvertes par la Sécu. Les serpents qu'on capture mais qu'on ne relâche pas dans la nature finissent dans un parc aux reptiles bien particulier. C'est le seul endroit au monde où on extrait le venin de différents serpents terrestres australiens. Le personnel du parc extrait du venin de 300 serpents venimeux toutes les 2 semaines. Un employé a même établi un record en extrayant du venin de 150 serpents en une journée, en risquant une morsure mortelle à chaque fois. Il faut répéter la manœuvre
30 fois pour obtenir un flacon d'antivenin, autant dire qu'il y a du travail. L'extraction du venin de serpent demande concentration et agilité. Le personnel du parc aux reptiles emploie 2 méthodes différentes en fonction de l'espèce. Pour les serpents comme le taipan, on positionne les crochets du serpent de manière qu'ils percent une membrane en latex tendue sur une fiole en verre. Le serpent mord alors la fiole et le venin s'y déverse. C'est assez simple. Pour les serpents bruns et les couleuvres de la mort, on utilise une technique connue sous le nom de pipetage. À l'aide d'une pipette en polypropylène, on presse doucement sur le crochet du serpent, ce qui fait couler le venin dans la pipette. Cependant, il n'est pas facile d'amener le serpent à ouvrir la gueule. Après séchage, les cristaux de venin sont soigneusement retirés des pipettes pour être pesés et emballés. La quantité de venin extraite dépend de l'espèce. Par exemple, un serpent-tigre produit environ 0,3 g de venin transformé, tandis qu'un serpent de la mulga en produit 2 fois plus. Le record est détenu par Chewy, un serpent de la mulga de 2,50 m de long, qui en a produit plus de 1,5 g. Un autre record est détenu par un taipan côtier, qui a relâché 4,9 g de venin, une quantité étonnante, alors que cette espèce n'atteint généralement que 1,8 g. Les gens qui extraient le venin mentionnent souvent qu'ils doivent travailler sans gants, car ça affecte considérablement leur dextérité. Regardez cet homme qui ramasse des petits serpents pour les besoins d'une vidéo. Il porte des gants de protection et on peut voir à quel point ça le gêne. Impossible de sentir le serpent sous ses doigts, et encore moins de l'attraper sans le blesser. Le parc aux reptiles a vraiment une importance primordiale. Il détient pratiquement la clé de toute la production d'antivenin dans le pays. En 2000, lorsqu'un incendie a ravagé la région et presque tout anéanti, les hôpitaux australiens ont craint une dangereuse pénurie d'antivenin. Pour éviter ça, tout le pays a vite rassemblé des serpents et des araignées, ce qui a permis au centre de continuer à fonctionner. En janvier 2024, le parc aux reptiles a célébré une étape importante, sa 1000e extraction de venin. Depuis les années 1950, le personnel risque quotidiennement sa vie pour manipuler certains des serpents les plus mortels d'Australie. Ça représente plus de 70 ans de dévouement. D'ailleurs, en 2023, le parc a lancé la construction d'un nouveau complexe moderne où les visiteurs pourront observer les efforts déployés pour sauver des vies ainsi que l'ensemble du processus d'extraction. Le gouvernement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud a contribué à hauteur de 275 000 €. Les travaux sont déjà en cours et ils devraient s'achever à la fin de l'année 2024. Avant de finir en antidote, le venin de serpent doit subir une transformation. On commence par injecter le venin à des chevaux percherons. Plus de 250 chevaux participent au programme de production d'antidote et ils mènent la belle vie. Sérieusement, il y a de quoi être envieux. Et l'injection comme l'extraction du venin ne leur cause aucun mal. L'injection est sans danger et l'extraction équivaut à un simple don de sang pour un humain. C'est très simple. Pendant 6 mois, les chevaux reçoivent des doses croissantes de venin jusqu'à ce qu'ils aient produit assez d'anticorps. Ensuite, on prélève leur sang, on en extrait les anticorps, on les purifie et on les transforme en un antidote qui est plus tard administré aux gens mordus par des serpents. Et ne vous inquiétez pas pour les chevaux, on fait appel à eux car leur système immunitaire est très efficace. Après qu'on leur a injecté du venin, ils retournent dans leur enclos où ils se reposent, ils mangent, bref, ils vivent leur vie, encore et encore. Au total, un cheval peut donner environ 17 litres de plasma. Oui, ça fait un peu vieille école. En effet, ce processus de fabrication d'antidotes pour les morsures de serpents existe depuis plus de 120 ans. Le premier antidote a été mis au point par Albert Calmette en 1896 afin de sauver les victimes d'attaques de cobras. Il s'est avéré efficace. Bien sûr, depuis, la technologie a évolué. Le processus de purification est meilleur, de sorte que les gens meurent rarement d'une réaction aux protéines étrangères contenues dans le sérum de cheval. Mais le principe est le même. On extrait du venin de serpent et on laisse le soin aux chevaux de le transformer. On n'a encore rien trouvé de plus efficace. Les gens qui manipulent des serpents savent exactement ce qu'ils encourent s'ils se font mordre. Curieusement, ils vont pas toujours à l'hôpital en cas de morsure. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Ils pensent pouvoir se passer d'antivenin en cas de morsure sèche. Ce terme désigne les morsures sans injection de venin, qui sont évidemment bien moins sérieuses.
Les attrapeurs de serpents s'en préoccupent même pas. C'est ce qui est arrivé à William Pledger, qui a été appelé pour s'occuper d'un serpent brun. Il a réussi à capturer le reptile, mais non sans se faire mordre. La blessure n'était pas douloureuse, alors il l'a ignoré. Mais 8 heures plus tard, ses reins ont commencé à lâcher. À l'hôpital, les analyses ont révélé un mélange mortel de neurotoxines, de myotoxines et de coagulants. Sans intervention médicale, William serait mort. C'est pourquoi les experts insistent sur le fait que les morsures sèches sont extrêmement rares. Des dizaines d'attrapeurs meurent ainsi, croyant à tort que le serpent n'a pas injecté de venin. Ils ignorent les morsures, car ils n'ont pas mal, puis ils perdent brusquement connaissance et ils succombent au venin. La seule exception connue à la règle est George Kane, surnommé l'homme serpent. Il divertissait les gens en recueillant du venin de serpent. Malgré d'innombrables morsures lui ayant causé une gêne et parfois une douleur intense, George n'a jamais fait appel à un médecin. Une fois, il est resté aveugle pendant 3 jours à la suite d'une morsure de serpent-tigre. Mais l'homme serpent s'est contenté de boire du thé froid en prenant soin de ne rien dire à sa femme. En fait, George a été mordu si souvent, notamment par des serpents-tigres, que son corps a développé une immunité. Son sang pourrait même être utilisé pour faire de l'antivenin au lieu du sérum de cheval. Un jour, après une morsure de serpent brun, George a quand même fini à l'hôpital, mais on a réussi à le sauver à l'aide d'un antidote préparé grâce au venin qu'il avait lui-même recueilli. C'était un homme remarquable. Il est décédé à l'âge de 68 ans, ce qui était exceptionnel à l'époque, compte tenu de sa profession. Les gens qui ont été mordus de nombreuses fois, comme ceux qui extraient du venin, disent que les symptômes semblent perdre en sévérité avec le temps. Mais c'est pas pour autant que le fait d'être mordu une fois par un serpent venimeux vaccine contre les morsures futures. On a de quoi être reconnaissant aux attrapeurs de serpents, aux professionnels de l'extraction et aux producteurs d'antivenins. Les antivenins sauvent 300 vies en Australie chaque année et le programme a permis de sauver environ 20 000 personnes depuis son lancement. Il faut que je vous parle de Tim Fried. Il a été mordu plus de 200 fois par des serpents venimeux pour son plus grand plaisir. Aujourd'hui âgé d'une 50aine d'années, Fried dirige le service d'herpétologie de Scintivax, une société californienne qui vise à mettre au point un antidote universel. À l'époque où il a commencé à pratiquer ce hobby excentrique, il n'était qu'un collectionneur passionné de serpents. Face au risque de morsure, Tim a réalisé qu'il devait s'immuniser d'une manière ou d'une autre. Il s'est dit qu'en exposant son corps à de petites quantités de venin, il l'habituerait à de futures morsures. Tim a commencé à extraire le venin de ses serpents de compagnie et à se l'injecter à plusieurs reprises. C'est au cours de l'une de ces séances qu'il a subi sa première morsure potentiellement mortelle. Un cobra égyptien de mauvais poil l'a mordu au doigt. Mais son immunité s'étant déjà développée, il s'en est sorti indemne, jusqu'à ce qu'un autre serpent le morde peu de temps après, ce qui était trop pour le système immunitaire de Tim. Après avoir été sauvé par des médecins, Tim a décidé d'étudier davantage l'auto-envenimation. Au cours des 17 années qui ont suivi, il a mélangé des fluides corporels avec le venin de divers serpents exotiques. Outre les 200 morsures qu'il a subies, il a procédé à environ 500 injections sous-cutanées. Son corps a ainsi développé des anticorps et le sang de Tim peut maintenant aider à créer un antidote universel. Pour simplifier, les scientifiques recherchent dans ces anticorps une protéine qui se lierait à des sites communs aux serpents les plus mortels. Ils espèrent y parvenir courant 2024 et mettre au point un antidote universel dans les 3 prochaines années. Un objectif ambitieux. Bonne chance à eux. On a parlé des serpents. Il est temps de passer aux araignées. Les araignées peuvent être tout aussi dangereuses que les serpents, en particulier les araignées à toile entonnoir. Le parc aux reptiles australien encourage les gens à attraper de telles araignées chez eux ou dans leur jardin sans se mettre en danger et à les apporter au parc. L'objectif est de collecter du venin afin de sauver davantage de vies. Outre des araignées adultes, les gens sont invités à apporter des sacs d'œufs afin que les chercheurs puissent élever des araignées en laboratoire. Et si vous pensiez qu'extraire du venin de serpent était difficile, sachez que s'occuper d'araignées est du niveau d'une mission en hélico dans GTA. Mais l'hélico en question est venimeux et extrêmement furieux, prêt à attaquer tout ce qui bouge. La famille des araignées à toile entonnoir d'Australie compte 35 espèces, dont certaines produisent un venin mortel.
Ces araignées sont petites, mais leurs toxines sont incroyablement dangereuses, en particulier pour les primates. Certaines peuvent tuer une personne en 15 minutes si aucun antidote n'est disponible. La bonne nouvelle, c'est qu'il en existe un. Avant qu'il ne soit disponible, 13 personnes étaient décédées, à notre connaissance. Depuis que le parc aux reptiles a lancé ce programme en 1981, aucun décès n'a été signalé à la suite d'une morsure d'araignée à toile entonnoir. Actuellement, le centre abrite plus de 2000 araignées de tous âges, bébés comme adultes, desquelles on extrait du venin chaque semaine. Ce travail exige de ne pas trembler, d'avoir des nerfs d'acier et de ne pas souffrir d'arachnophobie. À l'aide d'une pipette à piston, on fait adopter à l'araignée une position défensive, puis on extrait délicatement le venin de ses crochets. Cela dit, pour provoquer ces araignées, il suffit de leur souffler dessus. Elles sont toujours prêtes à riposter. Il faut 1000 araignées pour obtenir une cuillère à café de venin. C'est un processus très lent. Une fois le venin extrait à l'aide d'une pipette, on le congèle avant de l'envoyer au laboratoire, le même labo qui produit de l'antivenin pour serpents. Toutes les araignées du centre sont élevées en captivité par des professionnels ou collectées par des chercheurs. Bien que ces araignées soient effrayantes, on les manipule avec précaution et on ne leur extrait du venin qu'une fois tous les 2 mois. Ça leur permet de se reposer et de produire plus de venin. C'est aussi pourquoi elles passent leur vie dans ces centres, jusqu'à leur mort. Il est beaucoup plus facile et rentable de s'occuper d'araignées que l'on possède déjà que d'en attraper ou même d'en acheter. Cependant, les araignées du centre doivent être constamment remplacées, car les mâles ne vivent qu'environ 12 mois. Par comparaison, un serpent taipan peut vivre jusqu'à 15 ans. On comprend donc pourquoi les serpents capturés et remis au centre ne sont pas relâchés dans la nature par la suite. Au contraire, on prend grand soin d'eux. On extrait leur venin suivant un calendrier précis et uniquement pour sauver des vies. Dans de tels centres, la survie des serpents dépend de leurs conditions de vie. L'Institut Butantan, un centre de recherche biomédicale situé à Sao Paulo au Brésil, en est un excellent exemple. Le Brésil étant riche en serpents venimeux, une campagne de collecte de reptiles a été lancée au début du XXe siècle. Les fermiers pouvaient même envoyer des serpents gratuitement par train. De 1908 à 1962, ces serpents étaient gardés dans un vivarium à ciel ouvert où l'extraction du venin avait lieu tous les 15 jours. À l'époque, l'espérance de vie de ces serpents n'était que de 2 semaines. En 1963, les serpents ont été transférés dans un bâtiment rénové, aujourd'hui appelé laboratoire d'herpétologie, afin de leur offrir un meilleur cadre de vie. On y collectait le venin dans les mêmes conditions qu'avant, mais l'espérance de vie des serpents est passée à 2 mois. Puis, dans les années 1980, on a installé des systèmes de climatisation et de ventilation et amélioré les conditions d'hygiène, ce qui a permis d'accroître le bien-être des serpents. Au début des années 1990, les serpents vivaient en moyenne 10 mois. Aujourd'hui, grâce à un meilleur régime alimentaire et un suivi médical, ils peuvent vivre plus de 10 ans. La collecte de venin elle-même n'a pas d'impact sur les serpents. Elle ne les rend pas malades et elle ne réduit pas leur espérance de vie. C'est uniquement une question de conditions. Si les serpents sont heureux, on peut en extraire du venin pendant 10 ans. Si vous avez des doutes, souvenez-vous de vos cours de biologie et rappelez-vous pourquoi l'évolution a donné aux serpents la capacité de produire du venin. Les chercheurs pensent que les serpents utilisent leur venin pour 2 raisons principales. D'abord, pour chasser. Une proie qui a été mordue ne résistera pas, elle ne s'enfuira pas. Bref, elle se laissera manger gentiment. Ensuite, pour se défendre contre les prédateurs. De nombreuses études ont montré que la chasse est souvent à l'origine de l'évolution des différents venins de serpents. Les toxines de nombreuses espèces sont particulièrement efficaces sur leurs proies habituelles. Cependant, en matière défensive, la situation n'est pas aussi simple. Le moyen le plus simple d'interrompre un attaquant est de lui infliger une douleur intense et immédiate, mais très peu de venins ont cet effet. En général, il leur faut environ 5 minutes pour agir, ce qui est trop long dans une telle situation. Mais on pourrait faire toute une vidéo pour parler du venin des serpents. Revenons-en à nos serpents en captivité. Ils ne sont jamais en danger, ils n'ont pas besoin de chasser, puisque leurs proies ne peuvent pas s'échapper. Ils n'ont donc pas vraiment besoin de venin, alors pourquoi pas s'en servir au profit des humains? D'autant plus qu'on ne relâche pas ces serpents dans la nature. Si c'était le cas, ça pourrait leur nuire, car ils devraient trouver de la nourriture. Il est peu probable que les chercheurs leur préparent un repas à emporter.
Certains scientifiques affirment que la production de venin est un processus extrêmement énergivore. Ils pensent que les serpents utilisent leur venin avec parcimonie, uniquement dans des situations extrêmes. Cependant, ils font aussi remarquer que notre compréhension de ces processus est encore incomplète. Ça signifie que... Vous vous souvenez que les serpents semblent plutôt calmes en captivité. Ils vivent longtemps, ils mangent bien et ils sont rarement malades, malgré l'extraction régulière de leur venin. Manifestement, ils sont pas stressés et ils ne dépensent pas beaucoup d'énergie. Ils sont en pleine forme. Certes, le venin n'est pas comme la salive que le corps produit en permanence, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Les serpents sauvages vivent entre 8 et 10 ans et en captivité, ils peuvent atteindre 15 à 20 ans. Dans les zoos, certains atteignent même 40 ans. Il faut aussi savoir que les serpents stressés produisent moins de venin. On a donc tout intérêt à en prendre soin. Comme on prend soin des chevaux qui transforment leur venin en antidote. Autre chose, vous vous souvenez de ces œufs d'araignée que les spécialistes du centre élèvent en captivité pour l'extraction de venin? Avec les serpents, c'est pas possible. Non pas qu'il soit impossible d'élever un serpent venimeux en captivité, ça ne pose aucun problème. Mais prendre soin d'un œuf ou d'un bébé serpent jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge requis pour extraire son venin est beaucoup plus compliqué. Du moins pour la plupart des centres. Ça demande trop de temps et de ressources. Or, les besoins en antidote ne faiblissent pas. Ces centres préfèrent donc les serpents adultes, plus faciles à attraper et à élever. Et si des bébés naissent en captivité, ils les remettent en liberté, là où ils ont trouvé leur mère. Les bébés serpents savent se débrouiller dès la naissance. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de leur sort. A plus.